Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite FAQ parce qu'on a récemment passé les 400 vidéos sur la chaîne en un petit peu plus de 3 ans d'existence. Donc franchement, c'est pas mal du tout en vrai. Et puis voilà, on fait généralement une FAQ tous les ans, donc on y est. Je vous ai demandé sur Insta, sur Twitter, j'ai pris vos questions. Dans un premier temps, ce sera surtout sur la F1, mon avis sur diverses choses. Ensuite, on va peut-être aller sur la chaîne, sur des projets, sur Canal, évidemment, vous avez beaucoup de questions là-dessus. Et puis on finira par des trucs un petit peu plus ping-pong sur divers sujets. Voilà, abonnez-vous quand même, parce que c'est quand même important, on ne le dit pas assez. Likez, c'est aussi important. Et puis bah, je vais lancer le générique. J'ai jamais fait ça, mais générique. Bon, installez-vous tranquille, on va discuter tranquillement, je sais pas combien de temps ça va durer, je suis totalement hors script, d'habitude j'écris la plupart de mes vidéos, là y a rien, j'ai des questions sur mon tel, je vais répondre comme ça au fur et à mesure. Je pensais commencer par une petite présentation générale, la plupart d'entre vous me connaissent bien, ont vu les précédentes FAQ, mais fatalement comme on est sur YouTube, il y a des nouveaux un petit peu tous les jours, donc faut le redire, je m'appelle Antoine, j'ai 24 ans, bientôt 25. J'habite à Paris, mais avant j'étais à Montpellier, c'est là-bas que j'ai vécu jusqu'à il y a quelques années, c'est ma ville, c'est mon club de foot également, je sais qu'il y a une question là-dessus qui arrive, j'y répondrai. Je suis en dernière année d'études, je veux être journaliste sportif puisque c'est ma passion depuis tout petit et que j'adore le sport, c'est ça qui occupe mes journées, la Formule 1 évidemment, mais tous les sports, j'y viendrai plus tard. J'ai lancé cette chaîne en janvier 2020 parce que j'avais toujours voulu tester YouTube et que j'écrivais dans mon coin des scripts de vidéos que je ne postais jamais. Donc je me suis dit, avec l'aide, le courage que m'ont donné certains proches, je me suis lancé. J'ai aussi du coup appris tout seul à tourner, à monter. Et encore aujourd'hui, c'est moi qui fais absolument tout sur la chaîne. Filmer, cadrer, monter, préparer, écrire, miniature de A à Z, je fais tout. Et c'est pour ça que parfois les vidéos sont peut-être d'une qualité un peu moindre que ce que vous pouvez trouver ailleurs. C'est parce que je ne suis pas vraiment un youtubeur dans l'âme. Aujourd'hui, les youtubeurs, ils ont des locaux, ils louent des trucs, ils payent des monteurs, etc. C'est génial de voir que ça se professionnalise et que c'est devenu aussi gros, aussi important, mais je ne suis pas dans ce type-là parce que je vois plus mon activité sur YouTube comme l'occasion de m'exprimer, de donner mon avis, de poser ma pierre dans le grand débat sur la Formule 1. Je vois plus ça comme ça que comme une aventure basée sur mon personnage ou l'influence ou ce genre de choses. Je suis donc un youtubeur dans les faits, mais pas vraiment dans l'âme. Je suis plus un journaliste, ou en tout cas un aspirant journaliste sur YouTube. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon activité. Je trouvais important de le dire. Les dépris, c'est au fil de l'eau, il n'y a pas de montage vraiment très particulier, même si ça prend évidemment du temps quand même. C'est comme ça, c'est parce que je pense la chaîne comme ça. Je pense que d'un côté, ça m'empêche d'aller chercher plus d'abonnés, plus de vues, mais c'est pas ça vraiment que je veux au premier degré. Peut-être qu'à l'avenir ça changera, mais actuellement voilà, c'est comme ça que je vois la chaîne. C'est trop cool d'avoir cet espace de discussion avec vous, même si évidemment cet espace de discussion, au final c'est comme un vrai métier, hein. Je passe des semaines complètes à travailler sur YouTube, et en tout cas j'espère que ça vous plaît toujours autant, et c'est l'occasion dès le début de la FAQ de vous remercier de votre soutien, car vos vues, vos abonnements, vos likes m'ont offert un des trucs les plus fous que j'ai jamais vécu dans ma vie. D'avoir une audience, d'avoir des opportunités, le Grand Prix de France l'an dernier, mine de rien, ma candidature aussi à Canal, je pense que ça a joué dedans, plein de choses, je vous dois énormément, vous allez vous dire on n'a rien fait d'autre que regarder, je comprends, mais franchement c'est énorme. Me lancer sur YouTube et poster ma première vidéo en janvier 2020, je pense c'était la meilleure décision de ma vie. Je pense que je peux le dire, ouais, c'est trop bien, ça a tout fait changer, et voilà, ça me donne une opportunité de peut-être un jour travailler vraiment dans le sport, et a fortiori la Formule 1, donc merci pour ça, on peut y aller. Je sais pas si j'ai oublié des choses en préambule, évidemment, dans l'espace commentaire, si vous avez d'autres questions sur ma présentation, mais aussi sur la F1, sur la chaîne, sur plein de choses, allez-y, j'y répondrai. On peut démarrer notamment avec une question de Lali qui m'a demandé quel était mon pilote préféré et mon écurie. Mon écurie, par la force des choses, c'est Ferrari, puisque papa fan de Ferrari, etc., grandit avec cette image de la Scuderia et du rouge, donc encore à ce jour, mon équipe préférée, c'est Ferrari. Malgré tout, je ne regarde pas les Grands Prix en tant que Ferrarista. Évidemment, je râle un peu plus quand eux, ils font des bêtises que les autres, nécessairement, mais ça, c'est parce que Ferrari, on a tous un rapport particulier avec eux. Mais par exemple, maintenant, de par le fait que je vois plus la Formule 1 comme un objet d'analyse que comme un objet de fan, j'entre pas dans les week-ends en espérant une victoire de Ferrari. Ça m'est un peu égal.
mais ça reste mon écurie. Et côté pilote, j'ai un rapport très particulier aussi au pilote. Tous les gens à qui j'en parle ne comprennent pas vraiment, mais je n'ai pas d'opinion préconstruite sur un pilote en tant que personne. Je m'en fiche en fait de ce qu'ils sont. Moi, ce que je regarde, c'est leur performance pure de A à Z. Malgré tout, j'ai un peu une histoire particulière avec Charles Leclerc dans le sens où on a le même âge à quelques mois près, je pense, et je le regardais quand j'avais 15 ans avoir des résultats dans les catégories juniors, la F3, la F2. J'avais tweeté en 2016, il courra chez Ferrari un jour, il avait liké mon tweet. Vous voyez, donc j'ai un peu grandi avec ça, donc quelque part j'ai une relation un peu particulière à Charles Leclerc, mais je peux pas vraiment dire que c'est mon chouchou, mon pilote favori, parce que je le supporte pas pendant les week-ends. Vous voyez ce que je veux dire? Sauber Info, qui est sûrement un petit peu intéressé dans cette question, me demande quel est le plan de Sauber, capitaliser sur l'avenir 2026 et sacrifier la saison actuelle et les prochaines en attendant. Eh bien écoutez, je suis perdu, je ne comprends pas ce qui va se passer dans cette écurie, qui deviendra donc Audi en 2026, mais pour l'instant, qui est donc prévu de repasser à Sauber l'an prochain avec l'arrêt du partenariat avec Alfa Romeo. Que va-t-il vraiment se passer dans cette équipe pendant 2 ans au niveau de la direction, au niveau des choix de recrutement de pilotes, au niveau des choix d'orientation du développement, au niveau de la préparation de la nouvelle réglementation? Je pense, comme on l'a vu avec Andreas Seidel, que petit à petit, Audi va mettre ses hommes sans vraiment dire son nom. Mais concrètement, je pense que ouais, cette écurie, elle est vraiment un petit peu en stand-by en attendant 2026. Il ne va pas y avoir de gros apports d'argent d'ici là, tant qu'il n'y a pas grand-chose à espérer. Donc, ma réponse finale sur ce sujet, ce serait ouais, Sauber est pour l'instant en écurie en pause en attendant Audi. Martin me demande si Max va être champion jusqu'à la prochaine réglementation, c'est-à-dire en 2026. Et la réponse instinctive, c'est oui, non seulement parce que Max a la qualité pour faire ça, à la manière de ce que des Vettel, des Schumacher ou des Hamilton ont fait avant lui dans d'autres ères de domination, mais aussi parce qu'on a le sentiment que Red Bull a une marge et une avance qu'elle peut garder, qu'elle peut capitaliser dessus jusqu'à la prochain grand changement de règles. Donc ouais, maintenant attention, la F1, c'est ça qui est d'ailleurs génial, c'est qu'on n'est jamais autant surpris que quand on ne s'attend pas à être surpris. Et donc on ne sait pas, ça se trouve l'an prochain, début d'année, eh bien on a Aston Martin qui est au niveau de Red Bull, Mercedes va construire une nouvelle voiture, Ferrari a un nouveau plan avec Vasseur, Alpine évolue, McLaren va peut-être... Non, pas McLaren. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, on ne peut pas prédire l'avenir avec certitude en Formule 1, mais si aujourd'hui je dois parier, c'est-à-dire mettre mon argent sur la chose la plus sûre, ouais, je vais sur Max. Michel a une question sur les pneus, elle s'affiche pas en entier ici, mais en gros, il m'a demandé si les pneus C4 de Miami étaient les mêmes que les pneus C4 de l'Espagne, etc. Oui, les C4, ce sera toujours les C4, peu importe. Il y a désormais 6 pneus en Formule 1, vous les avez à l'écran, je vous mets un petit graphique, et chaque week-end, la F1 en sélectionne 3 pour faire la course. Par contre, le C4, lui, c'est toujours le même, qu'on le sélectionne à Miami ou en Espagne. Petite question un peu en rapport, il y en a plusieurs dans le style. Spectre me demande si, vu le nouvel échec relatif de la nouvelle réglementation, un sujet d'ailleurs qu'on pourra aborder un de ces 4, est-ce que la FIA va s'inspirer du WEC et installer la BOP pour équilibrer le plateau? La BOP, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Balance of Performance. C'est un système en gros qui permet au WEC, le championnat d'endurance, de réguler le niveau des voitures pour qu'elles se rapprochent tous un petit peu et que ce soit plus compétitif. Je schématise très largement parce que c'est long à expliquer, mais voilà. Et perso, je pense que ce système n'arrivera jamais en Formule 1, jamais de jamais de jamais, parce que les équipes ne le signeront jamais et qu'on ne pourra pas leur imposer, vu que ce sont elles qui ont le pouvoir et la notoriété. Voilà, j'ai pas plus à dire, ça ne se fera pas. Des règles pour aller dans le sens d'une équité, oui. Le budget cap, ça va dans ce sens. Le temps de soufflerie, en fonction de la position au classement, ça va dans ce sens. Mais ça reste des trucs que les équipes peuvent plus ou moins maîtriser. Et on n'ira jamais aussi loin qu'une BOP. Et je n'y crois pas du tout, même si ça marche pas forcément. Mais voiture standardisée, BOP, tout ça, je pense que vous pouvez oublier pour la Formule 1. Peu importe l'échec relatif ou non de la réglementation, qui est un sujet qu'on abordera bientôt, je pense. Laurent veut savoir si je pense que Lewis a les capacités de gagner un 8e titre, et pour moi la réponse elle est largement oui, il n'y a pas photo. Si aujourd'hui il avait la voiture qui avait un niveau de performance équivalent à la Red Bull, il jouerait évidemment toutes les victoires et tous les titres. Est-ce que ce sera chez Mercedes ou autre part? Je ne sais pas, je pense qu'en fait Lewis, je l'ai dit d'ailleurs dans la dernière vidéo, je ne le vois pas aller ailleurs que chez Mercedes, parce que ça implique un très gros changement, même si c'est le dernier défi de sa carrière, je ne le vois pas. La seule question donc pour savoir si Lewis peut avoir ce 8e titre, c'est est-ce que Mercedes va être capable de rattraper tout ce qu'ils ont raté depuis le début de la nouvelle réglementation, de rattraper Red Bull, de construire une voiture performante. C'est ça la vraie question de la fin de carrière de Lewis, pas le mercato
et pas ses capacités pour moi. Pour rester un peu sur le mercato, Kiwi me demande ce que je ferais à la place de Lando Norris, rester ou partir. Je pense que comme lui, j'aurais un petit peu envie de m'en aller, mais je pense qu'il n'y a pas d'option dans l'immédiat. En revanche, si je suis Lando, je vais dire à mon agent, essaye d'aller me gratter la place de Lance Stroll chez Aston Martin. Il y a de très bons arguments pour dire que je suis meilleur que Lance, que je peux apporter plus, que je peux tirer l'équipe vers le haut, que je peux apporter des grands résultats. Pour dire à Lawrence, tu veux vraiment gagner en Formule 1, faut que tu aies un duo vraiment très solide. Lance, ton fils, il est excellent, il n'y a pas de débat, mais je pense que je peux apporter plus. C'est ça que j'essaierai. Ou alors, je tenterai un nouveau projet. Andretti, si jamais ils arrivent. Audi, peut-être. À la place de Lando Norris, pour l'instant j'attends, je regarde ce qui se passe, mais je pense que j'ai pas confiance en McLaren et ouais, je tente de m'en aller avec une option numéro 1 posée sur Aston Martin. A73X77 me demande si je regarde la F1 Academy. Eh ben non, puisque c'est pas diffusé en direct. Donc ça déjà c'est un premier problème, on pourra en parler. Mais en vrai, oui, je regarde, il y a des résumés de week-end qui tombent. Pendant le week-end, je regarde les résultats, les chronos, ce genre de choses. Je m'y intéresse, mais pour l'instant un petit peu de loin. Je note, j'observe. Dans pas longtemps, je pense que je vais m'attaquer au sujet, non seulement pour une vidéo, mais aussi parce que c'est une catégorie qui potentiellement peut révéler certains pilotes. Donc ouais, la F1 Academy, pour l'instant j'ai ça dans le coin de l'œil et je vais essayer de regarder vraiment dans pas très longtemps. Les photos d'Ivan me dit, malgré les performances très solides de Tsunoda, crois-tu qu'en maintenant ce niveau toute la saison, les portes de la F1 resteront ouvertes? Lawson, Adjar, Iwasa, les prétendants sont nombreux derrière, c'est vrai, et des gars comme Verne ou Kat ont pris la porte alors qu'ils étaient performants dans des situations similaires. C'est vrai, et je trouve que le cas de Tsunoda se rapproche vraiment pas mal du cas de Vergne, d'un pilote qui, au moment où il s'apprête peut-être à quitter la Formule 1, a un niveau de performance qui ne mérite pas qu'il soit mis dehors, mais comme on ne lui imagine pas de futur dans l'écurie 1, prend la porte. Et en vrai, j'ai un peu peur de ça pour Tsunoda, parce que là, il est bon, voire très bon, mais en même temps, son point de comparaison, c'est un De Vries vraiment sous-performant. Et est-ce que vraiment on l'imagine un jour chez Red Bull, à côté ou à la bataille avec Verstappen? Non. Donc je crois que l'avenir moyen-long terme de Tsunoda en Formule 1, il n'existe pas trop. Par contre, son avenir court terme, il peut se sauver pour 1 ou 2 saisons puisque De Vries est vraiment pas bon à côté et donc c'est peut-être lui qui va sauter pour laisser la place aux autres. Mais Tsunoda, malheureusement, à moins d'une grosse surprise, ce que je souhaite parce que je l'aime bien, je le vois pas très longtemps en F1 encore. D'ailleurs, Pierrot me demande si je suis inquiet pour Nick De Vries après ce début compliqué. D'autres questions aussi, d'ailleurs, un petit « Est-ce que tu as aimé OL Montpellier ?» Écoute, j'ai adoré pendant 40 minutes. De la 20e à la 60e, voilà, c'est tout. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai éteint, j'avais du boulot. Si quelqu'un a le résultat, je suis chaud parce que j'ai pas vu. Enfin bref, pour Nick De Vries, ouais, je suis inquiet parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et surtout, au-delà d'un manque de perf et tout, j'ai l'impression qu'il y a une inadéquation totale entre lui et la F1. Je sais pas, peut-être que c'est un petit cliché qui me colle à la peau sur lui, mais je suis en train un petit peu de remettre tout en question et ouais, je suis inquiet. On a déjà vu Red Bull ne pas être très patient avec les pilotes, notamment ceux venant hors de son giron. Pour l'instant, il n'est pas inquiété dans le sens où il n'y a pas grand-chose à mettre à sa place pour cette saison. Par contre, il est en train déjà d'abîmer ses chances d'un avenir plus lointain en F1. Donc ouais, De Vries, là actuellement, on est obligé d'être inquiet en fait, c'est surtout ça. Allez, 2 questions de Seb maintenant. La première, à quoi sert le mec qui agite le drapeau vert derrière la voiture au départ? Vous savez, celui qui passe effectivement entre le dernier de la grille et la voiture médicale. Eh bien, c'est le gars qui est là pour dire c'est bon, tout le monde est bien installé, on peut lancer la procédure de feu, tout bêtement. Et deuxième question, pourquoi c'est le constructeur gagnant qui monte sur le podium et pas le constructeur qui marque le plus de points? À première vue, je ne trouvais pas trop l'intérêt de la question, désolé mon cher Seb, mais en fait, plus j'y pense, moi je trouve ça bête, dans le sens où ouais, pourquoi pas en fait, le pilote sur le podium, c'est celui qui marque le plus de points aussi, donc pourquoi pas le constructeur, mais je pense pour des questions de simplicité, simplement aussi de tradition et de prestige, c'est celui qui a gagné, tout bêtement, il n'y a pas autre chose. Tu as construit la voiture championne, tu mérites ton trophée et tu mérites ton hymne sur le podium, c'est comme ça que ça se passe. Et au final, pour le maximum de points, la récompense de fin de saison, c'est le championnat constructeur. Donc voilà, je sais pas, est-ce que vous trouvez qu'il y a une incohérence et qu'il devrait y avoir l'écurie qui a le plus de points? Je ne m'étais jamais posé la question, donc je trouvais que c'était intéressant de la mettre dans la FAQ. On continue avec GG dit Farigoletto qui me demande si Leclerc doit partir de Ferrari. Je dis non pour l'instant, à moyen terme je dis non, non seulement parce que c'est son équipe, parce que c'est Ferrari bon sang, et parce que y a pas mieux ailleurs, il va pas aller chez Red Bull, donc pourquoi aller chez Alpine, pourquoi aller chez Mercedes? Non, pour moi Leclerc doit rester chez Ferrari.
On en reparle à la fin de la saison 2026 si tu veux, mais d'ici là, pour moi, faut persévérer. Allez, on va doucement faire la transition vers des questions qui concernent plus la chaîne, moi, mon travail, etc. Avec Nolan qui me demande si je serai à un Grand Prix cette année. Oui, je serai au Grand Prix de Monaco, les amis. J'ai extrêmement hâte. Attention, ce sera pour travailler avec Canal. Donc, j'y vais pas en spectateur pour m'amuser. J'y vais pour bosser. Il y a plein de choses qu'on va faire. Mais ça reste, je pense, absolument incroyable. Et au moment où je vous dis cette phrase, j'ai pas totalement intériorisé le fait que j'y serai. Donc laissez-moi y aller, voir la dinguerie et ensuite vous raconter. Mais oui, voilà, j'y serai. Donc si jamais il y en a parmi vous qui y seront, on peut essayer de se faire un petit coucou, un de ces quatre. Alain me demande si je prévois de participer plus aux émissions de First Team Sport, donc nos amis des pistonnés sur YouTube, qui sont aussi chez Winamax dans Pole Position, l'émission que je faisais sur une grande partie de la saison dernière. Mais écoutez, déjà, les amis des pistonnés, je les embrasse, je leur fais un gros bisou. C'est vraiment devenu de vrais amis maintenant. Ils ont passé en plus leurs 4 ans, je crois, des pistonnés récemment, donc big up à eux. J'ai participé déjà cette saison à une émission avec eux, c'était leur débrief et leur mag de l'émission après Jeddah. Mais il n'y a rien de prévu avec les pistonnés, de spécialement prévu, parce qu'on a des emplois du temps tous très chargés, moi y compris avec toutes les choses que je fais, donc pas de prévision, mais nul doute qu'au fur et à mesure de la saison, on va se retrouver plusieurs fois chez eux, chez moi d'ailleurs, s'ils veulent venir avec grand plaisir, et qu'on va se faire des trucs, mais prévu pour l'instant, rien. Antoine me demande si je pense parler d'autres sujets hors F1, style le rallye ou le WEC. Eh bien écoute Antoine, c'est possible. Il n'est pas improbable que dans les prochaines semaines, les prochains mois, je vous parle de rallye en effet, d'endurance en effet, selon les courses que j'ai regardées, qu'on débriefe des grosses actus du sport auto en général. Pourquoi pas, si j'ai le temps, si ça s'y prête, si j'en ai l'envie, mais rien de vraiment programmé là-dessus. Par contre, je réfléchis de plus en plus à vous parler MotoGP. Je ne sais pas la forme que ça pourrait prendre, je ne sais pas la régularité que ça pouvait avoir, mais le moto, c'est n'importe quoi. Il faut savoir que je le suis aussi depuis très longtemps, moins que la F1 forcément, mais je le suis de la même manière que la F1 maintenant, c'est exceptionnel. En plus avec Canal, j'ai la chance d'aller sur place à quelques Grands Prix, de suivre cette saison, vous l'avez vu, Johan Zarco. Si vous n'avez pas vu, les 2 premiers épisodes de Team Zarco sont dispo, lien dans la description, et il y en aura un 3e après le Grand Prix de France au Mans. Donc forcément, de voir ce monde d'aussi près, ça me donne encore plus envie. Donc ouais, je sais pas, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait, soyez très honnête si c'est pas le cas d'ailleurs. Peut-être que dans pas longtemps, je vais parler plus moto sur la chaîne. Je dis ça se trouve, ce sera pas suivi d'effet, mais j'en ai envie. Donc par moment, je trouverai peut-être un format, une idée, un truc pour en parler, on verra. Chaos demande si j'ai un projet en cours, genre une marque sur la F1 ou un livre. Eh bien non, je ne prévois pas d'écrire de livre, quand bien même c'est un des trucs que j'ai envie de faire dans ma vie en global. Je sais pas si c'est pour cette année, je sais pas si c'est dans un avenir proche, si c'est quand j'aurai pris ma retraite, je sais pas, mais j'ai envie d'écrire des bouquins, a fortiori sur le sport, un de ces 4. Une marque de vêtements, non, pas du tout. Je suis pas très bon pour ce côté entrepreneur en fait, le côté sortir une marque, créer des choses, on en parlait au début, c'est pas trop moi. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment de gros projets sur le long terme, etc. Plus je navigue à vue et je vois cette chaîne comme un espace d'expression avant de le voir comme une entreprise. Donc non, pour l'instant, rien de ce style-là. Peut-être qu'à l'avenir, ça viendra selon les opportunités. J'en profite pour passer un coucou à Lucas par les fins, qui a récemment sorti, ou va sortir selon le moment où sort cette FAQ, sa propre chaîne, avec ses propres habits, etc. Donc allez voir ça. Lui, il est très fort là-dedans, par exemple. Moi, c'est moins mon domaine, donc pour l'instant, rien de prévu. Bon, là, on arrive sur le gros sujet. Canal+, si vous ne le savez pas, je suis actuellement en alternance à Canal+, de septembre à septembre, donc en plein dedans, je fais plein de trucs avec eux. On a des live Twitch la plupart des jeudis de Formule 1 avec d'ailleurs Lucas, on a plein de produits qui sortent sur les différents réseaux, des différents contenus, et au quotidien, j'ai plein de tâches, plein de missions du coup chez Canal+, et du coup, ça fait maintenant 8 mois, un truc comme ça que j'y suis, c'est fou comme le temps passe trop vite, et je vais pas mentir, c'est juste absolument fou, c'est trop bien de travailler là-bas, d'être là-bas pour faire différentes choses, d'être là pendant les week-ends de Grand Prix, de voir comment aussi la machine marche de l'intérieur. Moi qui suis en premier lieu un passionné qui du coup regarde la F1 à la télé depuis que je suis tout petit. J'ai la chance de faire vraiment beaucoup de trucs divers et variés en F1 comme en moto. J'ai la chance qu'on me fasse
confiance, parce que je fais franchement beaucoup de trucs, avec des responsabilités, avec des choses à produire, on me laisse faire plein de choses, c'est génial, on m'a aussi laissé avoir la chaîne, c'était pas forcément gagné au début, c'est clair, j'ai la chance de m'entendre hyper bien avec tous mes collègues, je me régale, donc franchement non, c'est juste exceptionnel. Quand j'ai commencé à rechercher une alternance, Canal c'était évidemment le rêve numéro 1, j'ai réussi à y aller et c'est encore mieux que prévu, donc pour l'instant c'est bénéf sur tous les plans. Pour reprendre ce que disait Thibaut aussi, pas trop difficile de jongler entre contenu Canal et vidéos YouTube? Non. Alors, évidemment, ça me fait des semaines très chargées, mais la cadence de vidéo n'a pas ralenti depuis que je suis chez Canal. J'ai même envie de dire que c'est l'inverse, en fait. D'y être, de traiter la Formule 1 chez Canal, etc., de bosser dessus, ça me donne encore plus envie d'en parler. Et quelque part, il y a aussi un effet qui s'entretient de plus je travaille, plus j'ai envie de travailler. Généralement, c'est les jours où je fais rien, je me lève un peu tard, que je vais avoir du mal à bosser. Alors que parfois je peux finir tard du boulot, mais j'ai l'envie d'écrire, de tourner, de monter. Donc quelque part, ça m'aide. Question aussi qu'on m'a pas mal posée, et certains notamment dans les débriefs de Grand Prix, cela pose ou me demandent comment ça se passe. Baptiste me demande si Canal pose des limites sur ma chaîne YouTube, vidéos, sujets traités, ce genre de choses. Eh bien écoutez, pas le moins du monde, je ne sais même pas qui à Canal regarde mes vidéos. D'ailleurs, si un collègue ou un patron regarde, dites-le moi. Mais je ne sais pas. Donc non, il n'y a aucune limite. Les sujets traités, jamais. On m'a jamais dit parle pas de ça ou qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines semaines. Jamais. Il n'y a rien de coordonné d'ailleurs. Les deux marchent de manière un petit peu séparée, on va dire, même carrément séparée. Et puis, il n'y a pas non plus de grands trucs genre faut pas dire du mal d'un tel ou alors fais pas ci, fais pas ça. Je n'ai rien changé. Là, pour le coup, je n'ai que mon honneur pour que vous me croyiez. Je n'ai rien changé dans ma manière d'écrire, d'analyser, de penser, de tout ça, depuis que je travaille à Canal. Voilà, il n'y a rien qui a changé. Allez, on arrive sur la fin avec la dernière question de Adam qui me demande quel est mon sport préféré en dehors de la F1. Si je dois classer, je pense que je laisse quand même le foot en 1, évidemment, parce que fan de foot depuis tout petit, je regarde tout, je suis toute l'actualité du foot au même niveau que la Formule 1, j'ai envie de dire. Je suis fan de Montpellier, donc, puisque c'est ma ville, j'ai été de nombreuses fois au stade, abonné, etc. J'adore le foot, je me passionne pour toutes les histoires de partout, tous les championnats. Évidemment, moins le temps de regarder de matchs aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je pense que pendant mon époque collège-lycée, mes week-ends, je regardais parfois une bonne dizaine de matchs, je m'enchaînais tous les gros chocs, à tous les horaires, vous connaissez je pense. Aujourd'hui un peu moins, mais je regarde toujours, puis à Canal, on diffuse pas mal de foot, il y a toujours une télé d'allumée le week-end avec plusieurs matchs, donc voilà, je suis toujours autant. Mais j'aime tout, je vous ai dit, la moto, les sports méca évidemment, c'est un truc à part pour moi. Le tennis, je suis tennis à mort, je vais pas mentir, je ne regarde pas chaque semaine le tennis, mais je suis au moins les résultats. Mais dès qu'il y a un minima, un Masters 1000, voire un 500, vous pouvez être sûr que je vais avoir quasiment un œil dessus. Alors je vous parle pas des grands chelems que je rate absolument pas. Le basket, immense fan de basket de NBA, je sacrifie mes nuits pour la NBA là en ce moment avec les playoffs, fan absolu de Stephen Curry, donc je ne rate rien même si à l'heure où on tourne il y a 3-1 pour les Lakers, mais je pense que les Lakers vont nous sortir 4-2 comme je l'avais dit. Basket à mort, NBA c'est vraiment la meilleure ligue du monde, je pense, il n'y a pas photo, c'est pour à la fois le côté sportif, le côté show, le côté storytelling, la NBA c'est un film, c'est un spectacle, c'est fabuleux. Rugby aussi, surtout j'ai envie de dire les grands chocs, les grands moments, les grands trucs, je suis là, mais je suis au quotidien. Et après on va arriver sur les sports que je suis un petit peu plus loin, j'ai un œil sur le handball, j'ai un œil sur le volley, mais plus la partie résultat, vous voyez, et je pense pas avoir oublié de trucs. Voilà, immense fan de sport, c'est ça qui m'anime au quotidien. Donc voilà, le vélo, j'ai oublié le vélo, le Tour de France, le mois de juillet me parlait pas. Tour de France, je veux rien savoir, c'est enfermé, même pour un Tour Châteauroux, étape de plaine, 180 bornes de plat, je suis devant la télé de A à Z, j'en ai rien à faire. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur les questions que vous aviez à me poser. S'il en reste d'autres, évidemment, allez-y en commentaire, vous le savez, j'essaie vraiment de garder ça, même si je galère en termes de temps. Je lis tous vos commentaires, je les like, je réponds à ceux qui posent des questions ou qui nécessitent un débat, une réponse. J'essaye vraiment de garder cette particularité de la chaîne, même si c'est dur niveau temps et niveau quantité, parce qu'il y en a pas mal, mais allez-y, je serai dispo.
Sur ce, merci de votre soutien, c'est vraiment le plus important pour moi. Et on se quitte comme d'hab avec Enzo Ferrari, qui aujourd'hui en profite pour vous expliquer pourquoi c'est toujours lui qui parle à la fin des vidéos. Eh bien c'est simple, c'est parce que c'est le plus grand icône de la Formule 1 et que si j'en avais un peu marre par moment de voir toutes ces phrases utilisées à tort et à travers, c'est comme la phrase de Senna, si tu ne vas pas pour un espace, tu n'es plus un pilote de F1 qui est utilisé pour dire n'importe quoi. J'en avais marre, du coup ma petite caricature de fin, c'est de reprendre des expressions inventées ou non d'Enzo Ferrari à ma sauce. Voilà, vous savez tout, à bientôt.